Paul, bonjour. Bonjour Didier. Merci d'être le plus fidèle à, non pas Back to Fact cette fois-ci, mais l'actualité, rebond sur l'actualité. Alors, Monsieur Trump, le président américain, parcourt l'Asie. Il y a un jeu qui s'installe entre la Chine et les États-Unis, enfin qui s'est installé. Est-ce que c'est pas « je te tiens, tu me tiens par la barbichette » ? C'est-à-dire que les deux économies sont intriquées, sont imbriquées les unes dans les autres depuis, ça ne date pas de, c'est pas récent, ça date d'au moins une quinzaine d'années, quand la Chine a constitué des réserves considérables en dollars et a acheté avec ces dollars des obligations américaines. Au moment de l'effondrement en 2008, c'est une chose dont on a très peu parlé, mais les États-Unis étaient tenus de prendre en compte ce que pensait la Chine de ce qui était en train de se passer. Et il y a un événement qui est un peu extraordinaire dans le cadre américain, c'est la quasi-nationalisation des prêts étudiants et de Freddie Mac et Fannie Mae. Pourquoi est-ce que les États-Unis nationalisent des choses de cet ordre-là? C'est pas dans le grain de la pensée américaine de nationaliser. Or, c'est très simple. La quasi-totalité de ces obligations étaient dans les portefeuilles de la Banque centrale chinoise, et la Chine a été en position de dire attention, c'est notre argent à nous, faites attention. Et les ordres ont été pris de Pékin. Ça fait pas la une des journaux, mais c'est comme ça que ça a fonctionné. Les deux sont fort intriqués les unes dans les autres. Malheureusement, M. Trump, apparemment, ce n'est pas des choses qu'il sait ou qu'on lui a dites, et il n'en tient pas véritablement compte. Alors aujourd'hui, il y a un jeu politique, parfois dramatique, avec la Corée. On sait que la Chine est un partenaire allié, en tout cas, de la Corée. Et ça joue aussi, je suppose, dans toutes les discussions et le parcours en Asie. Mais il y a un peu une tendance du côté des États-Unis, peut-être de l'Occident en général, à croire que la relation entre la Chine et la Corée est plus étroite qu'elle n'est en réalité. En fait, quand on regarde un peu l'histoire, les Corées, d'abord, il y a toujours eu pratiquement deux Corées, ou trois parfois. Il n'y a jamais eu une Corée unifiée, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire. Et par ailleurs, la Corée n'a jamais fait partie de la Chine. C'est toujours été un pays absolument indépendant. Alors quand on imagine d'ici que il suffirait que les Chinois disent ceci et la Corée va le faire, ce n'est pas vrai, bien entendu. Il y a des échanges commerciaux qui sont plus étroits entre la Chine et les Corées que d'autres pays. Mais je ne pense pas... regardez, le gouvernement central chinois ne fait déjà pas la pluie et le beau temps à Hong Kong ou à Macao. Alors comment pourrait-il le faire véritablement en Corée? Ceci dit, toute puissance qui mettrait un effet de modération dans la relation entre M. Trump et les autres puissances aura un rôle positif à jouer, certainement. Est-ce qu'on n'assiste pas à un petit ou voire un grand basculement du monde? La suprématie, c'était les États-Unis, maintenant ce sera le continent asiatique. Et quelque part, Trump ne fait qu'entériner, entre guillemets, cette situation. Oui, on peut se poser des questions sur la qualité très douteuse de ce monsieur Trump dans la capacité, dans la fonction qu'il exerce. On peut le voir aussi, d'un point de vue historique, comme un des symptômes d'un déclin des États-Unis comme puissance. Ce que la Chine sait, et que tout le monde sait, c'est qu'une puissance en déclin, surtout quand elle est bien armée, et quand elle est encore la première armée du monde, il faut faire attention, c'est très dangereux. Il faut respecter toutes les susceptibilités. Et manifestement, c'est ce qui a été fait dans l'invitation de M. Trump à Pékin. On a mis les petits plats dans les grands, on a déroulé les tapis rouges un peu partout. On a fait une fête tout à fait remarquable à laquelle il a été très sensible parce que c'est un monsieur, ce sont les journaux américains qui attirent l'attention là-dessus, extrêmement vaniteux quand on le prend dans le sens du poil. On l'a vu récemment avec monsieur, il répétait partout à la presse, mais monsieur Poutine m'a dit qu'il n'était pas intervenu dans les élections américaines. Comment peut-on mettre en question la parole d'un homme d'honneur, etc. C'est un monsieur extrêmement naïf. On pense souvent à la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. On a l'impression qu'un peu tout le monde est le renard dans cette affaire et M. Trump est le corbeau qui écoute avec beaucoup d'intérêt la manière dont on peut le flatter et qui va dans un sens et dans l'autre en fonction de cela. Il est un peu à la dérive de ce point de vue-là et malheureusement, il entraîne d'une certaine manière, malgré tous les contre-pouvoirs, malgré toutes les institutions, il entraîne un petit peu son pays sur la même voie. Alors, derrière tout cela se trouve la croissance, avec donc les pays émergents qui tirent la croissance mondiale, assez poussif du côté des États-Unis, assez poussif du côté européen. Comment vous envisagez l'avenir du côté de la croissance? Et si vous deviez donner un conseil à nos gouvernants, quel conseil serait-il par rapport à la croissance, la question de la croissance?
Nous avons tendance à nous réjouir trop vite quand on parle d'1% de croissance, d'un demi%, d'un et demi, etc. L'OCDE nous dit que nous allons dans la bonne direction, c'est possible, mais il faudrait revenir à des niveaux de, je dirais, de croissance de 3% avant qu'on puisse vraiment parler de véritable retour à la croissance. Sinon, on a peut-être affaire, comme on le voit depuis une dizaine d'années, à des vibrations, si l'on veut, autour de zéro, c'est-à-dire donc le statu quo. L'autre question qu'il faut se poser, c'est la croissance, pourquoi faire? Pourquoi faire? Si c'est simplement dans un paysage où les salaires sont stagnants, où le pouvoir d'achat baisse de fait parce que la productivité augmente alors que les salaires stagnent, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Si c'est uniquement distribuer davantage de dividendes, payer davantage d'intérêts à des taux plus élevés à des détenteurs déjà de capital, il y a la question de la quantité et de la qualité aussi. La qualité de l'utilisation de la croissance. Si ça permet aux États d'emprunter moins pour maintenir cet État-providence à laquelle on voit dans les sondages que tout le monde tient quand même beaucoup, c'est un souvenir des 30 Glorieuses, mais le peuple, comme on dit, y tient. Si on peut utiliser une partie de cette croissance, effectivement, pour soutenir cette qualité de la vie à laquelle tout le monde tient, c'est une bonne chose. En ce qui concerne la croissance, c'est un problème donc de répartition. La répartition n'est pas optimale. Avec ce qui se passe du côté de l'évasion fiscale, on peut être pessimiste quand même. Mais c'est bien, on peut être pessimiste, mais on peut être optimiste du fait que ces questions soient maintenant sérieusement mises sur la table. De ces sommes tout à fait considérables. Il y a eu une tendance, je dirais, dans les années 50, dans les années 60, au moment où la disparition des empires coloniaux, d'une tolérance de tout le monde au fait que des toutes petites nations qui auraient beaucoup de mal de survivre en tant qu'unité économique, comme ces poussières d'îles dans l'Atlantique et dans le Pacifique aussi, que les restes des empires coloniaux dont on ne savait pas quoi faire parce que ce sont des miettes, qu'elles vivent du dumping fiscal, du fait de faire un moins-disant fiscal qui leur permettrait de vivre. Malheureusement, justement, dans un contexte de croissance moindre, on commence à faire attention. Tout argent perdu est de l'argent perdu. Les sommes, quand on les regarde, non pas seulement celles de la fraude fiscale, mais celles de l'évasion fiscale, qu'on appelle aussi gentiment de l'optimisation fiscale, parce que c'est simplement le fait que des personnes fortunées trouvent des services où on contourne la loi, où on fait des montages qui ne sont pas illégaux, mais qui sont à la limite entre l'illégalité et la légalité, mais qui permettent à des grosses fortunes d'échapper à la solidarité nationale, purement simplement, qu'il s'agisse de financer les services de l'État, comme l'éducation nationale, la défense nationale, etc., ou de jouer dans ce rôle qui est quand même celui des États, au moins depuis les années 30, d'une certaine redistribution, d'aider les malchanceux avec de l'argent qui a pu être collecté. Je vous propose de revenir en France. Macron, bilan des 6 premiers mois. Comment vous l'analysez? Quel est votre regard sur ces 6 premiers mois du gouvernement Macron, de président Macron? Il faudrait peut-être partir du satisfecit que lui donnent des adversaires décidés, déterminés au départ. Peut-être pas. Par rapport à ce que nous venons de dire, il y a des choses qui sont véritablement en contradiction, comme la suppression de l'intérêt sur les grosses fortunes, des gestes très maladroits, comme de retirer 5 € à certaines personnes qui sont déjà en difficulté. Il y a d'une certaine manière, je dirais, un certain art, une certaine habileté dans la pratique du gouvernement, mais malheureusement aussi l'incapacité à tenir compte des enseignements des 10 dernières années. Depuis la crise de 2008, il y a quand même des choses que nous avons vues, des choses qu'il ne faut pas faire. La concentration de la richesse, c'est un problème à l'échelle de la planète. Pourquoi vouloir l'accroître encore par des mesures bâties sur des raisonnements qui sont des raisonnements qui ne sont pas vérifiés du tout dans la réalité? Quand il y a concentration excessive de la richesse, on ne peut plus parler de ruissellement. Les sommes en excès vont se placer dans la spéculation. Elles ne peuvent pas entrer dans l'économie, faute de pouvoir d'achat dans la population. Le ruissellement, c'est peut-être une bonne chose, je dirais, dans des périodes de transition, quand il y a des gens qui sont relativement riches par rapport à d'autres qui sont relativement pauvres. Mais quand 8 personnes
personnes ont autant de biens que la moitié de l'humanité. La concentration est à ce point excessive qu'il faut faire tout ce qu'on pourrait pour la réduire un petit peu davantage. Alors, l'accroître encore plus, ça ne paraît pas du tout dans la bonne direction pour faire plaisir à 2 ou 3 personnes qui, dans un chantage classique, disent « oui, mais si nous ne pouvons pas faire ça, nous n'allons pas créer d'emplois », alors qu'on le voit bien quand même, et ça c'est aussi, ça n'est pas lié à la crise, mais on le voit depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, les entreprises qui font le plus gros chiffre d'affaires, qui ont le plus grand capital en bourse, ne sont pas des entreprises qui créent beaucoup d'emplois. Ce sont au contraire des petites entreprises avec beaucoup d'ingénieurs de très haut niveau, celles qui font du génie génétique, des entreprises de ce type-là, des chiffres d'affaires extraordinaires, 350 employés. Il faut comparer ça avec les 30 000 personnes qui travaillaient sur des chaînes de montage pour l'automobile. On n'est plus dans la même échelle. À la même échelle. Des cadeaux fiscaux de ce type-là ne créent pas d'emploi, donc il faudrait ignorer le chantage à l'emploi aussi. La chose n'existe pas. Alors, on parle de l'emploi, on parle forcément de la numérisation. Je sais que vous avez eu l'occasion plusieurs fois de discuter de ce sujet. Est-ce que vous avez des points nouveaux? On l'avait évoqué lors de notre dernière rencontre. Est-ce que vous avez des points nouveaux peut-être à proposer? Mais là aussi, c'est une chose qu'on pourrait reprocher au gouvernement, et pas seulement au gouvernement de France, mais au gouvernement européen de manière générale, c'est de ne pas remettre entièrement à plat cette question de l'emploi, du travail qui disparaît, parce que nous avons une mécanisation que nous avons voulu, de moins en moins d'emplois, de moins en moins de travail. Il faudrait qu'on en discute comme d'un problème de société. Et pas faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire de renvoyer aux individus la solution de problèmes de société. Ce n'est pas un individu qui est chômeur du jour au lendemain de résoudre le problème de la diminution massive de l'emploi. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne la chose dont on avait parlé l'autre jour, c'est-à-dire que ce sont des individus qui doivent se médicaliser davantage parce qu'ils souffrent dans leur souffrance personnelle des problèmes de société. Épargnons aux individus de devoir résoudre à leur échelle individuelle, au niveau où c'est insoluble, des problèmes de société. Posons les problèmes de société comme des problèmes de société. Mais ça fait pas mal d'années qu'un certain nombre de personnes demandent une grande conférence sur l'emploi, la disparition de l'emploi, de la déconnexion éventuelle des revenus de base de l'emploi et donc du marché du travail et donc de la croissance de manière générale. C'est une question à résoudre qu'on ne peut pas remettre indéfiniment à l'avenir. Si on le fait, on va vers des tensions sociales supplémentaires, etc., etc. Et il ne faut pas compter simplement sur une évaluation comme d'un baromètre de la réaction des syndicats, parce que dans les situations où nous allons, il y aura peut-être des réactions qui seront spontanées, qui ne passeront plus par ces intermédiaires classiques. Pour terminer, votre prochain livre, qui va bientôt sortir, Qui étions-nous? Que pourriez-vous dire pour nous expliquer qui nous étions? Mais le but de ce livre, dont le titre est un peu provocateur en le mettant au passé pour rappeler que la menace d'extinction est véritablement réelle, mais l'idée du livre, c'est de rassembler dans l'histoire et à travers les différentes cultures, quelles sont les choses dont on pourrait dire que l'être humain a compris sur son propre fonctionnement et sur celui de ses sociétés, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que société globale, en se demandant s'il n'était pas indispensable maintenant de mettre tout cela en commun. Nous avons essentiellement à la surface du globe 2 grandes cultures, les cultures extrême-orientales et les nôtres, qui à partir de langues très différentes ont construit des représentations du monde très différentes. Mais une grande sagesse s'est créée de part et d'autre. Et il y a eu des mouvements d'ensemencement dans les 2 sens, et en particulier, on le sait, l'Extrême-Orient, dans les années 20, des années 30, a découvert d'une certaine manière la pensée occidentale à travers le marxisme-léninisme et a assimilé un certain nombre de choses. Mais elle avait déjà rencontré le christianisme à des périodes précédentes, et il y avait eu un grand mouvement c'est une chose peu connue en général, un grand mouvement de type messianique d'inspiration chrétienne en Chine au milieu du 19e siècle. Les 2 pensées se rencontrent maintenant et je crois que c'est le moment de faire apparaître la quintessence, le meilleur des 2 pour proposer une synthèse comme étant la manière, la méthode qui nous permettra peut-être d'échapper à l'extinction. Mais je dis malheureusement peut-être parce que si nous ne changeons pas de cap rapidement dans nos attitudes, malheureusement le danger est réel. Paul, merci une fois de plus pour votre présence sur ce plateau. Merci Didier. Bonne journée. Voilà, au revoir.